RCN. Le son de la différence. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et comme à chaque fois, à chaque musique, à chaque retentissement de trompette, c'est l'heure de la revue critique. C'est l'heure du combat intellectuel, culturel ou je pense dans que la plus boue. de combat, on l'a perdu depuis longtemps. Ouais, voilà. Non, ça va être l'heure de parler film et non pas donc des autres habituelles émissions qu'on fait. Donc on va revenir donc sur les revues critiques, les films que l'on a vus au mois d'avril. Oui. Il y en a pas mal. On a dû faire une petite sélection quand même. Et avec moi j'ai Antoine. Comment tu vas, 8e merveille du monde? Ah, moi ça va très bien. Écoute, j'ai passé mon petit week-end à Lyon. Ça m'a requinqué, ressourcé. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour nos auditeurs qui se trouveraient à Lyon, il y a à l'Institut Lumière une rétrospective sur Catherine Bigelow. Qui en ce moment, donc qui a fait quand même une flopée de bons films. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y. Il y a aussi une rétrospective Douglas Sirk, cinéaste allemand-américain qui est un peu moins connu, mais qui a fait quelques chefs-d'œuvre dans les années 50. 50, donc, si vous êtes dans les parages, je vous encourage à aller voir si vous avez le temps. Et oui, Catherine Bigelow, grande réalisatrice, la première d'ailleurs réalisatrice à recevoir un Oscar, et qui a une bonne filmographie quand même, pas piqué des hannetons, qui avait notamment aussi collaboré avec James Cameron dans les années 80. Tout à fait. Alors, Antoine, tu as merveilleusement commencé ce mois-ci avec, on va dire, l'émission qui sent le pâté, parce que c'est petit jeu de mots, hein, c'est la production pâté, le pâté grand cru 2023, donc c'est-à-dire, après la continuité d'Astérix Obélix, c'était quoi déjà Astérix Obélix l'Empire du Milieu et l'Empire du Milieu. Le Pierre du Milieu, comme avait titré Libération, je crois. Voilà, oui. Donc là, cette fois-ci, on a le droit à une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, donc cette fois-ci par Martin Bourboulon, donc pour pâté. Martin Bourboulon qui avait notamment quasiment débuté sa carrière dans la réalisation pour Les Guignols de l'Info et qui se retrouve maintenant à faire des gros films. Parce qu'il y a quand même un petit budget dans ce film. Alors, ça se voit qu'il y a un assez gros budget pour un film rien français. Rien qu'avec le casting, déjà. Nous sommes D'Artagnan est joué par François Civil, mais il est accompagné par les Trois Mousquetaires, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, on Eva Green dans Milady de Winter, Eva Green, Lina Coudry, attention, et nous avons aussi un magnifique Louis Garrel. Dans le rôle de Louis XIII. Dans le rôle de Louis XIII, roi ô combien charismatique, notamment grâce à son acteur. Pardon. Et bon, voilà, tous les 10-15 ans, il faut la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires en bonne et due forme. Il faut dire que la dernière, c'était Paul W. Anderson, c'était la version américaine, il y avait des zeppelins, il y avait un peu de rock, mais bon, c'était... Oui, voilà. il y avait Christophe Valls en Richelieu, je crois. Et Mila Jovovich en Milady de Winter. Normal, Eva Green remplace Mila Jovovich, le charisme n'est pas tout à fait le même, il faut quand même le comprendre. Après, bon, tout le monde connaît l'histoire, ils doivent déjouer les complots de Richelieu, faut protéger la reine, faut aider Buckingham, faut se battre à l'épée, faut tirer. Bon, ils ont choisi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont choisi toujours les mêmes couleurs associées au XVIIe siècle, c'est-à-dire la pluie, le marron. Vraiment, on retrouve vraiment cette filmographie assez, cette couleur, ouais. Cette couleur pour montrer qu'à l'époque c'était difficile, c'était un peu sale et du coup il faut assombrir un peu la photo. Et moi j'étais un petit peu déçu de me dire non, montrez-moi des couleurs, je veux un petit peu de Technicolor. Après pour le film en lui-même, écoutez, on prend les mêmes et on recommence. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est ni bon ni mauvais. Enfin, je le trouve assez généreux, on sent qu'ils sont tous à fond dedans. Ils ont envie de faire les combats sont pas si mal filmés que ça au final. Je trouve qu'il y a quand même quelques plans un peu plan séquence. Il pète un petit peu un câble, Bourboulon, par moment. Il y a la caméra qui fait des petits mouvements. Il aurait pu s'abstenir. Disons que avec un chouïa d'un petit peu plus d'élégance, ça aurait vraiment pu être joli.
Après, oui, les acteurs en font des caisses quand ils en font. Eva Green fait ce qu'elle peut, tout le monde font ce qu'ils peuvent. C'est vraiment pas fou, mais franchement, vu ce pourquoi le film a été fait, c'est-à-dire pour une frange de la population qui va pas souvent au cinéma, qui veut du grand spectacle, qui veut des explosions, des combats à l'épée, oui, bon, ça fonctionne, voilà. 2022, Pathé l'avait annoncé, ils vont faire du gros spectacle, donc ils avaient déjà annoncé le Astérix, les trois mousquetaires. Là, ils vont notamment s'attaquer, je crois, bientôt à une nouvelle adaptation du Conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. C'est possible. Bah là, ça a été officialisé. Ça a été officialisé. Puis fin de l'année, il y aura la deuxième partie des Trois Mousquetaires. Ouais. Ils ont décidé de couper le film en deux fois 2 heures, donc à peu près 4 heures. Oui, pourquoi pas. Ça permet effectivement de pas torcher le scénario en 1h30, 2 heures. Ouais. Ça permet de pas refaire des films américains un petit peu torchés. Mais bon, c'est vrai que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais quand vraiment, en se mettant à la place du spectateur qui va peu au cinéma et qui veut avoir son petit quota d'action, de mousquetaires et de 17e siècle, d'accord, ça passe à peu près. Franchement, je suis assez gentil. Ouais. Mais après, si vous êtes des grands cinéphiles et que vous vous attendez à du grand spectacle, bon, enfin, à une espèce de Michael Mann français, c'est pas le cas. Oula, on n'est pas à ce niveau-là encore, hein, quand même. Enfin, ouais, franchement, ni Michael Bay. La réalisation manque elle manque d'élégance, je trouve. La couleur, on en parlait tout à l'heure, c'est trop cliché, c'est dommage. Je trouve que ça pèse plus sur le film qu'autre chose. Le scénario est toujours un peu trop forcé pour amener les personnages là où on veut qu'ils aillent. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une catastrophe, mais clairement, à tout niveau artistique, ça manque d'élégance. Et on peut facilement, on pourrait faire quelque chose de 10 fois mieux. Ok. Donc, voilà, pas une catastrophe, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, ouais. Non, mais c'est... On va pas, de toute façon, c'est pas la même équipe que par rapport à Astérix. On va arrêter de faire les comparaisons. Mais c'est vrai que oui, là, on passe sur autre chose, de quelque chose de très différent, qui est d'ailleurs un respect du matériel de base, hein, aussi, d'une certaine manière. Il faut quand même le signaler. On est très loin de ce qu'a fait donc Paul Wes Anderson. Mais et puis il faut rappeler aussi, je te coupe, mais le matériel de base, et quand Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires, on va pas dire que c'était brouillon, mais disons que l'écriture était pas aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui dans les romans. Et du coup, effectivement, réussir à en faire un film est extrêmement compliqué, parce qu'il y a des tas d'anecdotes, d'histoires, de péripéties qui sont quelque part intranscriptibles dans le médium cinéma. Donc pour le coup, c'est vrai que ça laisse une belle liberté à chaque réalisateur de réinventer son histoire. C'est ça. Et Bourboulon le fait à sa sauce aussi. Donc il a pas tort, de faire à sa sauce en tout cas. Ouais. Et t'as parfaitement raison là-dessus. D'ailleurs, c'est une très bonne transition pour parler du prochain film d'animation, donc qui est sorti donc le 5 avril. C'était donc Super Mario Bros, le film qui a absolument cartonné. Je crois que maintenant numéro 1 au box-office de l'année 2023 en France. Donc le film long métrage d'animation de Aaron Horvath et Michael Jelenic, donc du studio Illumination, donc studio français, Cocorico. Qui a fait les Mignons et c'est quoi l'exemple? Moi moche et méchant. Oui, et ça se ressent. On va dire ça comme ça. Pour l'histoire, donc c'est simple, hein, donc c'est l'histoire de Mario et Luigi, les plombiers de profession, qui se retrouvent plongés dans un univers inconnu à travers un mystérieux conduit. Lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure avec pour but de retrouver son frère. Voilà le plot de base donc que l'on peut retrouver à travers donc cette adaptation du jeu vidéo donc Super Mario Bros, enfin de l'univers Super Mario Bros, parce que c'est quelque chose de très très dense quand on y pense, mais quelque chose de très représentatif du médium jeu vidéo et pas du médium cinéma. Et c'est là où on peut déjà commencer à avoir un petit peu l'idée même de si on enlève Mario, il n'y a plus grand chose en fait. C'est le principe même. Il voulait pas le faire autrement. Et non, tu ne peux pas, c'est ça le problème. En fait, c'est le film Super Mario. Oui, et c'est le film charnière en fait qui te fait dire que tu fais une adaptation, mais cette fois-ci, et c'est aussi forcément le film tombe dans ce genre de tracas, c'est les milliards de références sur l'univers, donc Mario, où on voit un peu tout. Genre Mario, à un moment donné, il a son téléphone, sa sonnerie, c'est la musique de la GameCube. Enfin, c'est genre très très appuyé, hein, donc oui, forcément. Mais dis donc, tu venais dire cette fois-ci,
Parce qu'il y en a une autre. Oui. Il y a une autre De adaptation. 93, si tu l'as peut-être déjà vu, Mais Antoine. oui, je l'ai revu il y a pas longtemps. Bah, Et confiance à la mycose. c'est magnifique. Voilà. Chef-d'œuvre. Ah oui, Je oui. comprends pas pourquoi on en a refait un aujourd'hui. Oui. Non, alors pour revenir sur le film de 93, c'est quand même magnifique parce que je trouve que les réalisateurs, en fait, ils se sont dit tiens, on va prendre l'équipe de la direction artistique de Blade Runner et on va essayer de refaire à peu près un univers à peu près pareil. Avec un petit côté Brésil aussi. Ouais, c'est vrai. Hein, Mais enfin, tous les mauvais côtés de Brésil et les rares mauvais côtés de Blade disons Runner. que quand on voit l'univers coloré de Nintendo et quand on tombe sur ce film de 93, ça fait très très bizarre. Oui, c'est vrai. Mais non, il y a quand même un truc très positif à retenir de ce film, c'est l'animation. Je trouve qu'elle est absolument sublime. On est absolument d'accord. Là, l'animation est très très bonne. Et il faut dire que le design est extrêmement bien fait. D'ailleurs, respectueux de l'œuvre de base. Mais je pense qu'il y avait un mec comme Shigeru Miyamoto qui avait sûrement un 9 mm qui était pointé sur la tempe des réalisateurs pour pas trop faire n'importe quoi. Après, je pense que tous les gens justement du studio animation sont tous des fans. Enfin, à peu d'exceptions près, ça doit tous être des grands fans de Nintendo, de Mario. C'est une licence qui a marqué 30 années, donc forcément plusieurs générations en plus. Bien sûr, voire même plus, 40 ans même. Donc voilà. Et c'est là où je trouve que le studio Illumination a très bien joué avec le design, justement, c'est qu'ils ont réussi. Enfin, ils sont un peu rentrés vraiment dans la cour des grands de l'animation. Oui. Et ils se placent maintenant à l'international en disant regardez, on vient de faire Mario, on peut clairement créer une branche de l'animation française qui peut concurrencer ce que l'on voit à Hollywood ou au Japon. Ils ont fait un film Mario et que Nintendo a absolument adoré. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal, hein, faut quand même le signaler. Après, ouais, je trouve que à part cette animation, je trouve que le film malheureusement reste assez cru. Et là, si quelqu'un sort la fameuse phrase « c'est un film pour les gosses », j'ai envie de dire pas non, parce qu'il faut quand même le signaler que si on fait abstraction du fanservice et des refs, il ne reste pas grand-chose. Mais surtout, le gros problème, c'est pas seulement l'humour façon Illumination qui est un brin un peu écœurante pour les adultes, mais c'est surtout que je ne comprends pas dans ce film, il y a un gros problème. C'est ces espèces de transitions musicales avec des musiques contemporaines, hein, parce que je trouve que Brian Tyler il a un peu retravaillé les thèmes de Super Mario pour en faire un univers un peu plus cohérent, on va dire, dans tout le film. Mais toutes les références musicales que l'on a, à un moment donné on a la musique de Kill Bill, à un moment donné on a la musique de Bonnie Tyler quand Mario s'entraîne, c'est des moments faits et refaits et hyper calibrés pour, on va dire, des adultes comme nous ou même des vieux adultes qui ont ce genre de références musicales, qui connaissent. Mais je trouve que ça ne sert strictement à rien et ça dessert le film de façon absolument abyssale. Mais disons que les Super Mario, à la base, c'était fait pour conquérir le cœur des jeunes dans les années 80, 90, soit. Mais aujourd'hui, clairement, ce cœur hardcore de gamers de cette époque-là a 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Et ils font aussi partie de la cible du film. Oui. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, quand on regarde un scénario qui est effectivement pas extraordinairement poussé, on peut se dire, d'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus à bouffer pour nous, les adultes, qui ont joué au jeu dans les années 90, dans les années 80 ? Et effectivement, ça pêche le scénario, enfin, le film pêche plus par son scénario, qui est un peu trop aussi, enfin, ce qui est normal aussi, mais il est très au goût du jour où il faut absolument rajouter des tas de vannes, des tas de péripéties. Et là, t'as envie de dire, mais les gars, restez à la cool, montrez-nous un peu l'univers, posez-vous un peu. Alors là, effectivement, niveau rythme, le film, il est bon. Niveau rythme, il y a pas de... Il décale, hein, il déroule, on va dire. Aucun moment de calme où le rythme retombe un petit peu, donc pourquoi pas, ça c'est plutôt bien. Mais effectivement, ça aurait pu être un petit peu plus approfondi, ça aurait pu un petit peu plus jouer, à faire peut-être pas briser le 4e mur, mais en tout cas s'amuser un petit peu plus, à être plus conceptuel. Bah, clairement, en fait, c'est ça ce que je trouve problématique en fait avec ce film. C'est pareil, je vais revenir vraiment sur ce moment de référence musicale qui m'ont particulièrement agacé. Parce que moi, j'ai l'impression que, et là, je vais être un peu violent envers Illumination, je trouve que c'est un mouvement de fainéant en fait. Parce que c'est des choses vues et revues des milliards de fois. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des vieilles redites, on va reprendre en fait une vieille recette sur des vieux pots en fait. On va se dire, oh, ça a déjà été fait, ça va marcher. Et je trouve ça particulièrement aberrant pour un film de 2023 de faire ça en fait. Mais est-ce que c'est Illumination qui s'est dit on va utiliser cette musique et je sais pas les réalisateurs américains qui ont dit on a cette musique, point barre, maintenant vous faites une animation je trouve que c'est une erreur en fait. Je trouve que de toute manière, je pointe du doigt Illumination, mais forcément c'est toute l'équipe artistique derrière le film qui a desservi ce genre de propos et je trouve que c'est presque du remplissage de cases en fait.
Et c'est problématique de la plupart des gros blockbusters des années 2023, ça on le sait très bien. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça, on peut pas y échapper. Hein. Il faut absolument qu'il y ait telle musique, il faut qu'il y ait telle action. Ah, il y a Donkey Kong, vite, on va mettre Donkey Kong, et puis il y aura, comment il s'appelle le rap de Donkey Kong, oui. Qui d'ailleurs, le compositeur n'est même pas crédité. Il y a juste Nintendo qui est crédité au générique de fin. Ah oui, c'est vrai que j'avais entendu Le mec s'est fait couper l'herbe sous le pied quand même, c'est magnifique. Alors, bah, Nintendo, c'est un monde merveilleux. Hein. Il s'est fait sauf couper avec les problèmes juridiques. Sous le pied. Ouais, bon, plus que ça, je pense. Mais ouais, c'est pas un film que j'ai envie de non plus enterrer parce qu'on savait plus ou moins ce qu'on pouvait s'y attendre. Après la bande-annonce, je trouve qu'elle avait déjà un peu hypé le propos en fait, de se dire ils ont quand même respecté l'univers, ils ont quand même rendu ça hyper chatoyant. Mais c'est un joli papier cadeau en fait, et il n'y a pas grand chose à l'intérieur. En fait, ils sont passés du principe, contrairement au film de 93, ils sont partis du principe, bon, on fait d'abord un gros concept de fanservice. Ouais. Donc on va mettre clairement tous les univers du jeu vidéo dedans, tous les concepts, les skins différents, faut taper des briques pour avoir des champignons, des points d'interrogation, les étoiles, tout ça. On reprend tous les designs, du coup, tout le monde, tous les jeunes, tous les moins jeunes qui vont regarder le film, personne ne sera paumé, tout le monde saura exactement ce que c'est. À partir de tout ce fanservice, qu'est-ce qu'on fait comme histoire ? Et pourquoi pas ? Parce que du coup, on peut pas leur reprocher d'en faire trop, parce que de toute façon, c'est le but du film. Mais ce qui est très simple, c'est que si vous avez vu la bande-annonce et que la bande-annonce vous a hypé, vous serez content de voir le film. Si vous avez vu la bande-annonce et que ça vous a pas intéressé, le film ne vous intéressera pas, point barre. C'est aussi simple que ça. Ouais, je pense que tu as parfaitement raison là-dessus. Et du coup, on va faire donc une petite pause BO issue du film Super Mario Bros. C'est le morceau chanté par Bowser, donc Jack Black, Peaches, voilà, en version originale. RCM. Le son de la différence. Et voilà, donc c'était Jack Black dans son meilleur rôle depuis des années et des années. Ah bah, depuis Tonnerre sous les tropiques. En vrai, c'est pas très loin. Oh, Tonnerre sous tropiques, il est un peu énervant. Mais non, après son personnage est forcément énervant. Mais voilà, donc c'était plus ou moins la petite référence, on va dire remarquable sur ce film. En VO, en tout cas, moi je l'ai vu en VF. La VF est pas dégueu. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la représentante d'Universal France avait explicitement demandé ce que ça soit des doubleurs confirmés professionnels et non pas des stars, parce que Universal voulait des stars pour chaque doublage. Et elle a maintenu le cap. Et je trouve qu'elle a parfaitement réussi son travail là-dessus, parce que quand on voit à quel point maintenant les doubleurs professionnels se font on va dire piquer sous l'herbe du pied par des stars et compagnie. Là récemment par exemple, il y a le prochain Pixar, normalement il devait avoir Donald Renew et je sais plus quelle doubleuse devait faire les deux personnages principaux. On les voit dans la bande-annonce, enfin on les entend dans la bande-annonce, et le film en fait ils vont retravailler les doublages, et ce sera cette fois-ci par Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos, et je comprends pas. Bah, le problème, on essaye de faire du star power tout le temps, partout, tout le temps. C'est comme l'a été critiqué Chris Pratt pour Super Mario Bros aussi. Hein, donc, non, mais c'est vrai que le doublage, notamment en France, mériterait une émission quasi complète, parce que c'est passionnant. Il y a énormément c'est un métier très compliqué. Mais effectivement, c'est dommage de voir que certaines stars qui n'ont pas forcément des voix de dessin animé vampirisent un milieu professionnel qui est parfaitement adapté à tout type de rôle. C'est ce qui est dommage. Oui, c'est particulièrement dommageable. Alors, on va donc continuer notre émission. Et là, cette fois-ci, je vais revenir plus sur un film qui est d'ailleurs sorti sur Netflix le 28 avril. C'est Aka, donc forcément, c'est le diminutif de As Known As. Donc, film français de Morgan S. Dalibert, qui était auparavant le chef opérateur de Balles perdues 1 et 2, les films sortis sur Netflix avec Alban Lenoir qui fait la baston, qui fait la voiture et tout ce qui s'ensuit. Et ben cette fois-ci on retrouve encore Alban Lenoir, mais Alban Lenoir en fait il avait coécrit ce film avec Morgan S. Dalibert depuis pas mal d'années, et grâce au succès de Balles perdues ils ont réussi à le produire avec Netflix. Donc l'histoire c'est quoi? Donc c'est l'histoire d'Adam Franco, donc agent infiltré, qui a pour mission donc d'intégrer une organisation mafieuse pour déjouer un attentat dans la capitale. Alors forcément avec un scénario pareil, avec on va dire le genre cinéma d'action principalement dans ce film, forcément c'est pétri de clichés, mais je trouve que le film est particulièrement efficace d'une certaine manière. On a une très bonne intro en plan séquence, ça montre à quel point le réalisateur et toute l'équipe technique derrière veut montrer quand même qu'il y a un certain savoir-faire en France qui généralement le film d'action n'est pas
clairement notre base, notre terreau de base, on va dire ça comme ça. Disons que la France est plus polar que film d'action. Effectivement. Mais si on peut récupérer un peu d'expérience et de professionnalisme dans le film d'action, ça peut être une bonne idée aussi. Et ouais, parce que je trouve finalement, en fait, qu'en termes de film d'action, en fait, Aka mention d'ailleurs de travailler en dehors de tout habituel film d'action actuel, donc notamment, par exemple, les John Wick ou autres, en mettant le travail du hors-champ également dans ce film. C'est-à-dire que par exemple, on a des séquences avec de combat avec Adam Franco qui ne va pas être forcément vu tout le temps devant la caméra. Donc on va avoir par exemple du travail sur du hors-champ, du point de vue donc sur les futures victimes de Franco, et je trouve que du coup ça reste plutôt bien amené, c'est pas con du tout, ça donne une certaine originalité au film par rapport à toutes les productions qu'on a actuelles, et notamment d'ailleurs la séquence dans l'usine de produits illicites, on va dire ça, dans une tour abandonnée, représente plutôt bien ce que je veux représenter dans ce film. Le réal, d'ailleurs, pêche cependant de façon artificielle dans sa narration, parce que c'est vrai qu'on parle d'une histoire de mafia, il y a ces éléments qui sont presque là, en fait, que pour mettre en avant les enfants du chef de la mafia, d'ailleurs, qui est campé par Eric Cantona, auquel donc Adam va se prendre d'affection. Je parle des enfants, pas d'Eric Cantona, bien évidemment. Eric Cantona n'en a plus besoin. Non. Après Cantona, il est arrivé avec l'accent, c'est bon, quoi. Alors, on est dans une relecture un peu finaux de Man on Fire. Je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Denzel Washington. On a un peu ce rapprochement aussi entre la relation donc entre un protecteur et l'enfant qui est mis dans cette situation assez troublante. Mais ça montre à quel point en fait l'équipe, je trouve, d'Alibert Lenoir et d'une certaine manière donc Guillaume Pierret qui a donc réalisé Les Balles Perdues, de tirer le meilleur dans un budget limité alloué par Netflix. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je crois que ce film, quand il est sorti le 28 avril, le week-end, il était numéro 1 quasiment partout dans le monde, même aux États-Unis. Donc ça marche plutôt pas mal, ça a bonne réputation. C'est bien, c'est bien. Et j'avoue, j'ai une petite affection quand même pour Alban Lenoir, parce que je trouve qu'en fait c'est un réalisateur c'est un acteur qui a une gueule, mais qui a aussi surtout en fait ce potentiel de se dire il y a quelque chose que le cinéma français n'arrive plus à faire, que j'ai envie de développer, et notamment il l'a fait avec Belle Perdue, il l'a fait avec donc son pote Guillaume Pierret, et maintenant donc avec Morgane Desalibert, avec ce film, et voilà, je trouve que malgré donc on va dire c'est... Et il fait son chemin, Alban Lenoir, depuis ses tout débuts, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Petit à petit, il s'est construit toute une carrière, et maintenant qu'il peut enfin être aux manettes de quelque chose un peu plus grand, pouvoir être un véritable décideur, il se permet des choses qui sont assez audacieuses dans le cinéma français. Et ça, faut l'encourager, c'est très bien. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Bon, c'est vrai que le film, c'est pas un gros chef-d'œuvre non plus, hein, c'est pas, mais il reste efficace dans son style, dans son genre. C'est la bonne série B du week-end, quoi, en fait. Et malgré donc ces baisses de régime, je trouve que Aka en fait a le mérite de proposer en fait d'avoir un parti pris esthétique et surtout technique, par exemple avec les plans séquences comme j'ai signalé donc avant, où Alban Lenoir donc est définitivement finalement presque le nouvel étendard du cinéma d'action, je dirais humble et savamment fabriqué, pardon. Parce que finalement en fait c'est ça, en fait il arrive à je trouve avec l'équipe, avec le peu de budget qu'ils ont à faire, de faire quelque chose de très concret en fait. C'est professionnel, quoi. Ça reste professionnel, et c'est bien de voir ça d'une certaine manière, que ça soit en France même ailleurs, hein. Je trouve que finalement c'est peut-être une des meilleures choses qu'a fait Netflix en France, de soutenir ce genre on va dire de personnes, de soutenir ce genre d'équipe, de soutenir en fait même le genre en fait en lui-même, parce que finalement c'est quelque chose que l'on n'arrivait plus à voir au cinéma en France. Alors c'est vrai qu'Alban Lenoir, dans mes souvenirs, il avait fait un film avec Jean Reno, j'ai oublié le nom du film, qui a été un four total d'ailleurs, qui était passé en salle, et j'ai l'impression que cette fois-ci en fait la recette marche plutôt bien, quoi. Ouais, ils ont trouvé quelque chose. C'est vrai que Les Balles Perdues, je les ai pas vues, mais tout le monde m'en a dit du bien. Ceux qui l'ont vu m'en avaient dit du bien. C'est plutôt bien filmé, c'est surprenant parce qu'on se dit ouais, bon là il a une Renault 5 Turbo un peu modifiée, il y a des séquences de course-poursuite, mais à côté de cela je trouve qu'en fait il y a une petite patte, il y a une petite touche que l'on retrouvait pas en France. Ouais. Et là on a pareil dans Balles Perdues, il y a des séquences assez mémorables de chorégraphie de baston, et dans ce film pareil, donc je trouve que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien amené, et non, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore faire par la suite, toute l'équipe là, quoi, derrière. Ouais, quand on voyait dans les années des années 30 aux années 70-80 le polar français qui était
extrêmement réputé à l'international, un peu perdu de vue. Enfin, après, la France est plus spécialisée, soit dans des films d'auteurs ou autorisants, soit dans des comédies familiales. Ouais, comédies populaires que l'on n'arrive même pas à vendre à l'international, hein, attention. Qui se vend, mais pas beaucoup. Pas moins qu'avant, je pense. En Italie, oui. En Angleterre, peut-être. En Espagne, certes. En Europe, d'une certaine manière. Mais ailleurs, c'est très compliqué. Ouais. Mais du coup, là, si on peut se raccrocher à une nouvelle branche pour la vente de notre cinéma, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal, et pour une fois, Netflix fait pas de travers. Alors, en parlant de travers, non, je sais pas si on peut parler de travers. Le Donjons et Dragons que tu as vu, Antoine. Oh là là. T'en vois des films mais tous les soirs, j'allais au cinéma, j'allais voir mon film d'auteur, moi. Oui, voilà. Parce qu'après Les Trois Mousquetaires, Donjons et Dragons, et encore, on va en parler dans la dernière partie d'émission. Mais Donjons et Dragons, donc de John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Donc là, on est vraiment sur le blockbuster comédie un peu donc assez représentatif de pareil, on va retravailler sur un univers de jeu de rôle, quoi. Oui, et là, cette fois-ci au cinéma. Là, pareil, je m'y connais pas beaucoup, pas tant que ça, en Donjons et Dragons, j'ai pas beaucoup joué. Il y avait un magnifique nanar dans les années 2000 avec un certain Jeremy Irons qui surcabotinait. C'était assez incroyable. Hein. Oui, paraît-il. Je pense que toutes les grimaces de Jeremy Irons sont peut-être à mettre au panthéon du nanar. Non, mais je pense qu'il y a un samedi soir qui sera utile pour le voir. Avec beaucoup d'alcool, parce que les dragons sont un peu façon PS2 quand même, hein, je tiens à en signaler. Ouais, mais ça fait le charme. Plus que le charme. Mais là, ils ont décidé d'être un petit peu plus sérieux, de faire clairement, on voit les références dans les noms, que c'est aussi du fanservice, mais du fanservice qui essaye d'être un peu plus adulte, un peu plus intelligent. On sent que les acteurs, notamment Chris Pine, a voulu ce film. On sent que c'est un joueur ou alors il le cache bien qu'il n'en est pas un. Mais on sent, qu'il a voulu faire quelque chose un petit peu plus sérieux. Donc ils ont mis sans, à mon avis, que ce soit réellement un blockbuster, on sent quand même que c'est une série B un peu plus, où ils ont mis un peu de sous. Donc là, le scénario, c'est du basique. Il y a un voleur qui s'est fait trahir alors qu'il devait voler un truc extrêmement important qui lui permettrait de ressusciter sa femme. Du coup, il perd sa fille, qui se fait adopter par le méchant, qui gagne beaucoup d'argent et qui est devenu le prince d'un grand royaume. Et du coup, avec ses potes, il va se venger pour détruire son ennemi et sauver le monde. Fille, bien évidemment, et le monde, sauver le monde parce que évidemment, les vrais grands méchants se sont alliés avec le petit méchant pour envahir le monde. Enfin bon, c'est des trucs de fantasy. C'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. C'est presque le scénario, en fait. Ouais, c'est ça le truc. Peut-être que pourquoi le film avait eu de belles surprises en manière de critique, et peut-être même, je dirais plutôt par la sphère, notamment on va dire un peu... pas seulement cinématographique, mais la sphère, en gros guillemets, j'aime pas ce terme, mais geek, de dire en fait, ce scénario en fait est très proche de ce que écrivaient en fait les personnes qui développaient des jeux de rôle, des vrais jeux de rôle en fait. Mais on a vraiment cette impression en fait que le film a vraiment voulu travailler sur le système de dans les jeux de rôle, ça arrive qu'il y a des moments où il y a des situations ubuesques ou un peu qui sortent de nulle part, et c'est un peu ce que essaye de développer le film aussi, j'ai l'impression. Mais on sent que l'équipe exécutive a travaillé avec des associations de Donjons et Dragons. Ils le disent à la fin du générique, ils les remercient. Et du coup, on sait qu'ils ont travaillé avec des gens dont c'est la passion. Donc, quel montant de passion ils ont conservé pour le film de ce qui a été transmis par la communauté, je ne sais pas. Mais après, ça reprend les bases de Donjons et Dragons. Moi, je trouve que souvent, l'histoire est un peu la même. Ça m'a un peu déçu. C'est toujours les gentils contre les méchants. Spoiler, les gentils gagnent à la fin, ne vous inquiétez pas. On est sur un film grand public. On est sur un film grand public. L'écriture des personnages reste à minima. Malheureusement, ils sont très définis par leur classe en fait, parce que c'est presque ça en fait, c'est presque tiré totalement, comme je disais, d'un jeu de rôle. Donc on a le voleur, on a le barbare, on a la magicienne, le changeling, le magicien. Donc on retrouve toutes les classes de personnages qu'on a dans des jeux de rôle.
qui quand même ne sont pas extraordinairement fouillés non plus. Enfin, disons que si ça peut passer pour un jeu de rôle, le cinéma n'est pas un jeu de rôle et le cinéma a quand même besoin d'une écriture de personnages qui, s'il vous plaît, pourrait être un petit peu plus approfondie, parce que c'est oh non, c'est ma faute, je regrette, j'ai fait les choses mal il y a 20 ans, mais aujourd'hui je vais mieux les faire. Ou oh, je dois sauver ma communauté, rien ne peut rien ne peut se mettre en travers de mon chemin, ou non, je suis le raté de la famille, je n'y arriverai jamais. Et puis surtout mais si, tu y arriveras à la fin, t'inquiète pas. Et surtout qu'en fait, bah voilà, c'est surtout qu'en plus t'as vraiment les contraintes de cette catégorie-là de cinéma grand public, de cinéma blockbuster. On a donc le héros personnage qui est donc sans peur et sans reproche, qui lésine pas sur les traits d'esprit, qui est un tantinet agaçant. Enfin, il y a ce côté-là en fait aussi. Le barbare taiseux. Voilà. On retrouve tout ça. Après, quand même, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir approfondi un peu plus ces personnages pour nous offrir un spectacle légèrement différent, qu'on s'attache réellement à ces personnages, qu'on oublie dès qu'on sort de la salle de cinéma, parce que malheureusement, justement, ils n'ont pas ce petit trait en plus. Cette petite chose pour les rendre uniques. Après, bon, le film est généreux. Ça, ils traversent des tas, ils vont dans des cimetières, ils vont dans des mondes souterrains où ils rencontrent des dragons, ils vont dans des champs de bataille, dans des châteaux, dans des labyrinthes. Et là, tu sais que ce sont que des univers de toutes les cartes de Donjons et Dragons qui ont été assez savamment utilisés. Donc si vous cherchez un blockbuster pas trop prise de tête, que vous aimez Donjons et Dragons, clairement c'est plutôt fait pour vous. Et là vous retrouverez tout l'univers de votre enfance des jeux de rôle. Moi, je trouve quand même, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu mettre quelques dizaines de millions de dollars en plus pour les effets spéciaux, qui sont souvent malheureusement à minima. C'est peut-être un hommage au premier. Oui, c'est un hommage au premier, exactement. Après, ça dure 2 heures, on les sent pas trop passer. C'est vrai qu'il y a quelques scènes que j'ai trouvées assez sympas, notamment la scène où je sais plus comment on prononce, la elfelin, celle qui se change, qui peut se métamorphoser, doit échapper aux gardes et à la magicienne surpuissante. Et c'est quasiment, on va pas dire un plan séquence, mais c'est quand même une séquence qui est très rapide, très vive, assez bien fichue. Et effectivement, là, pendant cette séquence-là, je me disais, bon sang, il va forcément lui arriver une connerie, parce que là, elle peut pas s'en sortir. Et il y a des rebondissements tout le temps. Et là, tu dis, ok, les gars, c'est plutôt bien joué. Et c'est peut-être ça aussi qui est bien amené avec ce film, c'est finalement, parce que tu viens de dire à la fin, ce côté en fait générosité du jeu de rôle, c'est peut-être aussi la sincérité en fait de ce projet en fait, qui se ressent en fait. J'ai l'impression tout du long, quoi. Je sais pas, j'étais évidemment pas dans la tête des producteurs qui ont décidé non on va faire que du pognon, ou non on va faire beaucoup de passion. Ça reste un divertissement qui marche, qui est à la fois efficace mais qui est quand même bancal. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette sincérité qui est ambiante en fait à travers tout ce projet. J'ai trouvé, pour résumer, j'ai trouvé ce film à la fois lambda mais généreux et sincère. Voilà, malheureusement trop lambda, mais franchement, c'est 2 heures. Si on aime bien la fantasy, c'est 2 heures plutôt bien fournies. C'est bien fourni, voilà. En parlant de bien fourni, ça me fait la transition parfaite. Beau is Afraid, donc le dernier Ari Aster. Donc Ari Aster maintenant. Le film de 3 heures, là. Le film de 3 heures, le fameux film de 3 heures. Enfin, donc Ari Aster de retour au cinéma, donc après Midsommar. Donc c'était son 3e film. Donc déjà après l'excellent Hérédité et le gargantuesque Midsommar. Mais écrit avant, je crois. Alors, il avait écrit déjà depuis un moment, parce qu'en fait, c'est dérivé plus ou moins d'un de ses courts-métrages. Ah oui, c'est pour ça. Alors, Beau is Afraid, d'ailleurs, qui s'appelait à la base Disappointment Boulevard. L'histoire, c'est quoi? Donc, ça va être très compliqué de parler de ce film sans tout vraiment raconter, donc je vais essayer d'aller être bref là-dessus. Donc c'est l'histoire de Beau, donc campé par Joaquin Phoenix, qui tente désespérément en fait de rejoindre sa mère, mais tout semble le liguer contre lui. C'est plus ou moins ça en fait le film. On va dire ça plus ou moins comme ça. Alors c'est vrai que ce film m'a fait passer par plusieurs effets d'émotion à travers ce que veut représenter Ari Aster dans ce film. J'étais très enjoué déjà dès le départ, parce que finalement je trouve que c'est un réalisateur qui est très important actuellement, qui montre à quel point en fait le langage cinématographique est d'une importance capitale, notamment dans ce genre de film. La première heure pour moi c'est un quasi chef-d'œuvre. Ah oui. Donc dès le départ on est vraiment dans un espèce de cauchemar quasi kafkaïen en fait, sur Beau et son incapacité à réagir, et Beau qui s'enferme dans son appartement, entouré dans une ville complètement à la fois très
très ensoleillée, très californienne, mais très moche, très sale, très New York début 90, on va dire ça comme ça. Il y a presque une esthétique à la Trauma, mais avec beaucoup de budget. Ouais, c'est New York avec le soleil californien. Ouais, voilà. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, que j'avais cette grosse impression dans ce film. Et pareil, je trouve que d'ailleurs, ça prouve les qualités donc, du cinéaste. Ça montre à quel point il a une capacité incroyable dans la direction d'acteur. Franchement, Joaquin Phoenix, alors c'est 3 heures quand même de suivre ce personnage-là, mais c'est 3 heures en fait de voir Joaquin Phoenix s'en prendre presque plein la gueule, se retrouver en fait dans une comme je disais, une incapacité à réagir et dans être un personnage qui fait quasiment que de geindre en fait. C'est assez troublant, c'est assez drôle à la fois. Il joue vraiment un personnage très pathétique. On est presque dans le niveau de ce qu'il avait fait dans son faux documentaire, donc I'm Still Here, où il a des moments aussi très très pathétiques où en fait le personnage n'a quasiment plus aucune estime de lui-même. C'est presque ça en fait. Et je trouve que voilà, en fait quasiment toute la première heure montre déjà ce qu'a réussi à faire Ari Aster dans ses précédents films. C'est-à-dire, il sait très très bien commencer ses films. Et ce film le montre encore, peut-être même encore mieux en fait, je pense, mais par contraste. Et Ari Aster, je trouve que c'est un réalisateur, pardon, qui, comme je le disais, par le langage cinématographique, s'en sort superbement bien. Et avec ce début donc pré-apocalyptique, donc ces décors, comme je disais, dignes d'un trauma, détonne en fait, et c'est là aussi où le film va un petit peu travailler là-dessus, c'est vraiment les différents codes genres établis à travers ce film. C'est-à-dire que autant on va travailler dans une ambiance horreur, autant on va travailler dans une ambiance humour noir, autant ça va travailler également à la fois ce cadre urbain, on va trouver également d'autres cadres un peu plus naturels. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait où le film va passer par différentes émotions, différentes épreuves, et c'est vrai que le film continue donc, et on passe finalement par, désolé, je vais peut-être un peu spoiler, mais dans l'espèce de séquestration à la quête d'aventure pour en finir une bonne fois pour toutes sur la confrontation finale, tel un tribunal en fait perdu d'avance. Et si le film fourmille en qualité, ça c'est incroyable, hein, le film il a vraiment des qualités gigantissimes en termes d'inventivité, en termes de décor, en termes de jeu d'acteur, en termes de mouvement de caméra, en termes d'ambiance, mais voilà, il faut quand même le dire, donc, mais il est quand même d'une longueur inexplicable. Ouais. Et je vais revenir un peu là-dessus. Parce que si la métaphore en fait du film sur donc, la mère castratrice et la culpabilité sentimentale est extrêmement présente, elle en devient même quasiment lourde, en fait, je trouve. Et pour la petite histoire, donc A24, donc la société de production derrière Ari Aster, qui avait déjà notamment produit donc Midsommar et Hérédité, a gentiment d'ailleurs demandé à revoir la copie de Ari Aster là, pour sa première version. C'était une version de 3h24. Finalement, il est revenu à du 2h59. Je trouve pour qu'en Midsommar fait, non, pour Boys of Prey. Ah oui, pardon. Oui. Et je trouve qu'en fait, il a maintenu donc une version longue de presque 3 heures. Et je trouve qu'en fait c'est là où le bas blesse, parce que je trouve qu'autant il y a des séquences qui sont magnifiques, mais autant il y a des séquences en fait qui vont projeter beaucoup de choses au spectateur qui n'amènent en rien au propos du film. Donc c'est bête, c'est un peu con parce que il y a des idées folles, il y a des idées géniales, il y a une séquence d'animation qui est presque en stop motion en fait, où on voit Beau en fait continuer à avancer dans ce décor, ce faux décor. C'est absolument magnifique, mais en fait on va avoir donc toute l'évolution d'un personnage, donc fantasmé par Beau sur lui-même, le fait de vivre en fait, de découvrir une autre ville, de vivre là-bas, de fonder une famille, de les perdre de vue, essayer de les retrouver, que de les retrouver 20 ans après quand il est vieux. Mais en lui-même en fait cette séquence-là, à quoi sert-elle en fait ? À quoi va-t-elle amener plus loin ? En quoi va-t-elle nous projeter ? En quoi sert-elle dans le propos, dans l'idée même de parler de l'anxiété de ce personnage, à part de voir son fantasme se réaliser jusqu'au bout, alors qu'on sait très bien qu'en fait, au bout de 5 minutes, ça ne sert plus à grand-chose. Donc c'est une très belle séquence, elle est super longue, mais c'est pareil, il y en a d'autres en fait qui sont beaucoup trop longues, les séquences de séquestration, notamment avec le personnage aussi de la fille du couple auquel Beau vit là-bas. C'est des moments en fait qui sont
certes là pour appuyer ces moments en fait de gênance, les moments de presque d'anxiété et surtout les moments d'étouffement en fait envers le personnage, parce que finalement on est dans de la séquestration déjà psychologique, pas physique, et forcément le personnage va pouvoir s'en libérer par la suite, mais c'est surtout en fait des moments qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop prononcés en fait. Et c'est con, c'est bête. Je trouve qu'en fait voilà, si le film se charge en fait de concrétiser en fait et d'exacerber la moindre des peurs du héros, Ari Aster, je trouve qu'il en fait un film en fait à moitié à cheval entre plusieurs genres, quasi diamétralement opposés, comme je en parlais notamment avec le côté très horreur, le côté humour, qui est mis en place plusieurs fois dans ce film. D'ailleurs, pareil, il y a un personnage qui est hyper menaçant, qui est campé par Denis Ménochet. Ari Aster, d'ailleurs, a dit qu'il voulait absolument bosser avec Ménochet grâce à Jusqu'à la garde, parce qu'il trouvait qu'il avait un physique et il avait un regard, en fait, qui foutait les jetons. Et dans Ari Aster a vu Jusqu'à la garde. Oui, c'est un gros cinéphile. Très bien. Et en fait, dans ce film, on comprend ce qu'il veut faire avec le personnage de Denis Ménochet, quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, ce côté diamétralement opposé, ça marche, mais pour un film de 3 heures, c'est beaucoup trop long en fait. C'est un film que je trouve essentiellement, par tout ce qu'il raconte, par tout ce qu'il veut mettre en place, par ses métaphores ou autres, c'est un film d'1h50. C'est pas un film de 3 heures. Ouais. Et c'est le bas blesse en fait. C'est là où le bas blesse en fait avec ce film, parce que il faut déjà, il est très hermétique. Donc forcément ça va pas plaire à tous les spectateurs, parce que c'est déjà un film qui donc va être sur méta, je dirais même, c'est-à-dire qu'on va suivre les pérégrinations du héros, mais on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'en fait on est dans une version très fantasmée, en fait omniscient d'un personnage. On est très Kafka dès le départ, et finalement on termine presque sur, pour être un peu médisant, sur du Charlie Kaufman en fait. Voilà. Mais c'est pas déjà, c'est vrai qu'Hérédité qui a eu son succès, Midsommar qui ont eu leur succès, était avec aussi leur côté, peut-être moins Hérédité, mais avait leur côté un peu de niche, cinéma de niche. Hermétique. Hérédité peut-être un peu moins, qui était plus film d'horreur entre guillemets classique. Ouais. Bah d'ailleurs, je pense que les meilleures séquences de ce film en fait, c'est encore les ambiances qui baignent dans l'horreur. D'accord, ah oui. Donc on voit bien que Ari Aster, il a un talent quelque part. Il a un talent quelque part. Après, je pense que ça va être un réalisateur qui le montre très bien avec ce film, ne va pas rester dans un camp ou dans un genre très précis. Il va vraiment... je pense qu'en fait, ça va être un réalisateur qui va arriver là où on ne l'attend pas. Très clairement. Ouais. Très très clairement, quoi. Et je trouve qu'en fait son travail avec Joaquin Phoenix est excellent dans ce film, mais il y a quelque chose qui va pas en fait sur la longueur, sur les idées en elles-mêmes ça marche, mais sur une longueur pareille je ne comprends pas en fait. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans une fresque en fait, on est vraiment dans l'univers total du personnage, quoi. Donc on comprend ses délires, on comprend ses situations. Il y a même des séquences en fait où on se dit mais est-ce que c'est le même réalisateur ? On a l'impression d'être dans du film à sketch. Tellement la couleur du film change, tellement l'univers change en lui-même. Et à part le personnage de Phoenix en fait, voilà, il y a vraiment ce style-là, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'en fait, voilà, donc à travers ces différents genres diamétralement opposés, ça se perd au fur et à mesure en fait jusqu'à la culpabilité écrasante du héros et à son paroxysme avec cette séquence finale qui est, comme je disais, qui ressemble à un tribunal sur l'eau, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc le meilleur et le moins bon. Voilà, enfin, alors je trouve que ça reste un film à voir. Ouais. Très clairement, parce que je trouve que ça va être un film qui va donner des avis très très divergents à plein de monde. Mais je trouve que c'est un film à voir parce que c'est une proposition cinématographique. D'ailleurs, Martin Scorsese disait lui-même, faire un film de genre et une proposition cinématographique de ce genre, ça se voit très rarement, notamment durant notre période contemporaine. Alors, on va donc terminer notre émission revue critique. Oui, tout à fait, avec encore un autre film qui baigne plus dans l'horreur, cette fois-ci crue, on va dire de façon frontale. Ah bah dans le film ils prennent pas le temps de faire cuire leur viande. Tout est cru. Evil Dead Rise, donc de Lee Cronin. Donc encore un Evil Dead. Voilà. Pabo is afraid. Pabo is afraid. Ah bah oui, Pabo is afraid. Ils sont tous pas beaux à l'intérieur dans le film. Pas très beaux. Bah après
J'aimerais revenir un tout petit peu sur l'histoire de la saga, mais c'est vrai que le premier, en fait, était censé être une espèce de comédie que les gens n'avaient pas vraiment compris, et Sam Raimi en était désolé. Du coup, il a refait Evil Dead 2, qui était très explicitement une comédie, qui était très slapstick dans l'humour, donc c'est du second degré de A à Z, parfaitement rythmé, qui est pour ma part un de mes films de chevet, et qui montre à quel point en fait un mec comme Sam Raimi, comme j'en parlais avec Aka, c'est un si peu de moyens, une inventivité visuelle folle. Tout à fait. Et ça montre à quel point en fait quand on n'a pas de budget, on s'en sort parfaitement bien. On s'en sort parfaitement, et puis tous les X années on en refait un pour pas perdre les droits, histoire de relancer un peu la franchise. Parce que Sam Raimi, il est producteur derrière aussi. Bah oui, je crois qu'il en avait refait un en 2013. 2013 par Fede Alvarez, avec un magnifique acouphène à la fin d'ailleurs, parce que tellement le film part dans tous les sens. Mais le premier, donc le 2013 d'ailleurs, était un peu plus premier degré. Là, Evil Dead Rise, il est un peu à cheval. C'est-à-dire que c'est un peu drôle, mais moi, j'ai pas trop vu ce qui était drôle, personnellement. J'ai pas trop vu d'ailleurs. C'est parce que tu es un peu vieux, c'est pour ça. Mais c'est vrai que je suis un petit peu vieux et que j'ai besoin de lunettes. Mais là, au contraire, avec les copains en sortant, on se disait, il reste un peu trop serious business. Trop premier degré. Et ils en font un peu. Enfin, c'est devenu un film d'horreur lambda qu'on voit toutes les semaines au cinéma. Alors, il y a des hectolitres de sang, ça saute au cou pour se manger. Il y a 2-3 moments rigolos où, effectivement, t'as une râpe à fromage qui vient, faire du mal. J'ai entendu parler de la râpe à fromage. La râpe à fromage. Là, tu peux te dire, voilà, quelque chose d'un petit peu rigolo, mais malheureusement, ça retombe tout de suite dans les affaires un peu trop sérieuses, un peu trop second degré. Et au final, on en ressort du film en se disant, mince, mais ils ont coché toutes les cases de 2023 sans avoir coché aucune case ni de talent, ni de réussite, ni de second degré, ni de plaisir en fait. Du coup, on se retrouve avec un film d'1h40 qui n'a ni queue ni tête, qui fait vaguement référence I will swallow your souls. Et là, tu dis, il fallait bien la sortir. À la fin, il trouve une tronçonneuse. Oh là là, comme dans le 1 et le 2. Il fallait faire des références. Fallait faire un petit peu de fanservice, mais au final, on se retrouve dans une espèce de... le film est une préparation. Oui, surtout que éternelle, et c'est pénible. Surtout que l'histoire du film est complètement différente de tout ce qui avait été fait dans l'univers Evil Dead Rise, parce que cette fois-ci, en fait, l'histoire, donc c'est des gamins qui trouvent un vinyle, vieux vinyle des années 20. Alors tu me diras, oui, parce que pourquoi est-ce qu'ils peuvent lire le vinyle? Parce que le gamin de la famille est DJ. Malheureusement, dans les années 20, il n'y avait que des vinyles en métal, et du coup, il est strictement impossible de lire un vinyle en métal avec des tourne-disques actuels. Mais bon, c'est pas grave, on n'en est pas à une incohérence près. Allons-y, pourquoi pas. Et effectivement, on entend l'espèce de prière du démon qui est dans le vinyle. Évidemment, le gamin joue le vinyle parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il s'attend pas à voir surgir un démon. Pourquoi pas. Mais à partir de ce moment-là, ça part complètement en cacahuète. Ça tord les corps, ça jette dessus, ça s'entrebouffe. Mais il y a pas de plaisir, en fait. On s'amuse pas. Parce que tout est trop attendu. À cause notamment des personnages qui ne sont pas très fous, qui sont un peu fouillis, qui sont pas très intéressants, qui sont peu approfondis, et on sait exactement, c'est elle le personnage principal apparemment, donc c'est elle qui restera jusqu'à la fin, c'est ce personnage-là qui a l'air d'avoir le plus de problèmes, donc c'est celui-là que le démon va utiliser jusqu'à la fin, et au final on te dit, il y a la petite fille, mais ils vont pas tuer la petite fille tout de suite, non, ce serait quand même dommage que dans un film américain qui se veut second degré, qui se veut un peu provocateur, ce serait dommage, que la petite fille elle meurt. Non, elle meurt jamais, il lui arrive strictement rien, même pas une petite égratignure, elle crie un petit peu, mais bon, elle se brosse les dents au lit, et puis demain elle ira à l'école comme d'habitude. Ouais, c'est ça manque d'une certaine irrévérence en fait qu'avait réussi à faire Sam Raimi et là, avec le temps. Tout est cliché, tout est attendu, il y a aucune surprise, on s'amuse pas du tout, et on se dit d'accord, mais pourquoi vous faites ce film à part pour continuer à avoir les droits en fait? Pour rien, pour strictement rien. Donc effectivement, il y a des hectolitres de sang. Donc si vous êtes très bon public de films d'horreur et que vous n'avez strictement aucune attente envers un film d'horreur, ça pourra vous intéresser. Mais pour les fans de la saga Evil Dead, surtout les fans de la première heure, vous serez très déçus. Tu l'as vu avec certains fans de la saga. Alors j'étais pas là, parce que. T'étais pas là? Non, mais j'ai vu avec tous les autres fans. Mais mais on avait rigolé. Qui était un peu en mode. J'ai pas vu le 1, mais j'ai vu le 2 et le 3 qui m'avaient fait marrer, mais effectivement là... L'Armée des Ténèbres, le 3, qui est d'ailleurs d'une autre production, c'était une production d'Ilo De Laurentiis, c'est pour ça que c'est très complexe d'avoir des coffrets Evil Dead avec le 1, 2 et le 3 c'est pas les mêmes productions. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, si vous n'êtes pas trop regardant, allez-y, si vous êtes un peu regardant, fuyez.
Eh ben voilà, c'est parfaitement dit. Donc on va terminer l'émission par une dernière critique, parce qu'il fallait quand même que je parle également d'un autre très très bon film qui est sorti ce mois-ci. C'était Mad God de Phil Tippett. D'ailleurs sorti en même temps que Boys Afraid. On a eu une semaine assez osée en termes de film. Alors après Mad God, c'est un film qui est passé plusieurs fois dans différents festivals. Hein. Il était sorti dans différents festivals en 2021 et 2022. Mais il n'est pas sorti à Nancy, je crois. Et il n'est pas sorti à Nancy. Alors le cinéma le plus proche de Nancy, qui le disposait, c'est le Club à Metz. Voilà. Et l'histoire donc c'est quoi? Alors c'est l'histoire d'un assassin qui surgit des abysses et s'enfonce au cœur d'un univers infernal dont il est chargé de détruire. Alors d'ailleurs il sort en salle grâce à la société Carlotta. Il faut quand même le signaler, Carlotta est quand même des gros cinéphiles et ça permet de voir aussi quand même pas mal de très très bons films ressortir en salle, et merci à eux parce que je pense que c'est un film à voir absolument sur grand écran. Tippett, alors c'est qui Phil Tippett, parce qu'il faut quand même le signaler. Phil Tippett, c'est quelqu'un qui donc a plus ou moins façonné notre culture populaire américaine, car dans Star Wars, les AT-AT, c'est lui, donc les robots à quatre pattes de l'Empire, c'est lui. Robocop, le D209, c'est lui. Starship Troopers et ses insectes, c'est lui encore. Phil Tippett, en fait, c'est un des monstres, et d'ailleurs, c'est un des plus jeunes à avoir gagné un Oscar pour les effets spéciaux, d'ailleurs. Monstre sacré de l'histoire d'Hollywood. C'est un monstre sacré du cinéma, voilà, du cinéma tout court. Et Mad God, en fait, c'est un film en stop motion, parce qu'il travaillait d'abord à mort le stop motion là-dessus. Cette fois-ci, il revient avec un film qui échappe à tout cahier des charges actuel. D'ailleurs, c'est à la base un vieux projet de stop motion qui datait de son travail sur Robocop 2, donc c'est dire à quel point le sujet, finalement, il est revenu par la suite. C'est une œuvre d'une noirceur extrême à l'expérience cauchemardesque, avec des plans quasi apocalyptiques, une sorte d'accomplissement de son travail, en fait, finalement, avec une vision d'un monde qui s'enrichit de sa propre décadence, où la narration, finalement, n'est pas l'élément essentiel auquel Tippett compte, mais c'est surtout l'ambiance, le style, les décors qui imprègnent totalement nos yeux et nos rétines, et qui feront presque nous rappeler en fait notre propre dégénérescence de notre monde à travers finalement 3 grands thèmes dans ce film: la guerre, la pollution et la survie. C'est je trouve un accomplissement esthétique et d'une technique dantesque où la noirceur est un élément principal, et c'est rare de voir du stop motion encore à l'heure actuelle, et c'est du vrai stop motion avec quelques travaux en effets spéciaux, mais je trouve que finalement ce qu'a fait Phil Tippett et sa société derrière, parce que c'est un peu la société et donc du coup ses collaborateurs qui l'ont poussé à ressortir ce film, à travailler ce film, et je trouve que c'est un superbe accomplissement sur ce qu'il voulait mettre à cœur en tant que cinéaste dans sa propre vision de, on va dire, peut-être du monde du cinéma d'une manière générale, ce côté dégénérescence, décadence, mais il a une vision particulière, et c'est un film absolument troublant, mais très fort, extrêmement fort. C'est un bel uppercut, c'est un bel hommage aussi de tout ce qu'a pu faire Ray Harryhausen avant lui, parce que finalement c'était un fan de stop motion grâce à ce technicien là, et je trouve que voilà, donc Phil Tippett a fait un travail merveilleux, et si vous avez l'occasion de le voir, que ce soit en VOD ou l'acheter en Blu-ray, ou même si vous voyez un cinéma le mettre, allez-y, courez, parce que c'est quelque chose à voir, absolument. Voilà. Super, des films du mois. Des films du mois, il y en a eu quelques-uns. Alors je vous conseille quand même de voir Boys Afraid. Aka, il est disponible sur Netflix. Et moi je vous conseille pas grand-chose. Voilà. Quand si vous voulez soutenir un peu le cinéma français, allez voir Les Trois Mousquetaires. Voilà. Bon. Ouais. Et puis il s'en sort plutôt bien. Il a dépassé quand même des 2 millions. Je crois qu'il a fait presque 3 millions. Quand même près de 3 millions. C'est un joli petit chiffre. Il s'en sort pas mal. C'est un joli petit chiffre. Exactement. Ouais. On va s'arrêter là-dessus parce qu'on est hyper en retard. Merci Antoine. Merci Ghislain à la technique. Et on revient donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org